Voilà. Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. Donc, je viens de l'Allemagne, de l'Europe. Madame m'a demandé de faire une petite présentation de moi-même pour vous dire qui je suis, ce que je fais. Bon, c'est toujours la question la plus difficile à répondre. Les gens me demandent qu'est-ce que vous faites. Bon, j'essaie de bien vivre, j'essaie d'apprendre. Toute ma vie, j'ai bien aimé ça, donc j'ai beaucoup appris. Et aussi aujourd'hui, j'ai un âge, je suis arrivé dans un âge où je pense que je peux me permettre aussi, pas d'enseigner, mais de transférer au moins une partie de mon savoir. Et c'est ce que j'essaie. Voilà. Maintenant, si vous êtes d'accord, je commencerai avec ma présentation. On m'a accordé 30 minutes, 2 ou 3 sont déjà passés. Et je vais baisser plus fort, pardon. Et j'essaierai de vous parler d'une partie de l'histoire de l'humanité de 40 000 ans, d'accord, dans 30 minutes. Donc il faut se concentrer, il faut faire attention. L'histoire de l'homme moderne, qui nous sommes. Hein? L'homme, de sa conception, on peut dire, depuis 40 000 ans, n'a plus changé. On l'appelle... où est le jeune homme? Allez! Il faut être là, au poste, non? On veut... Vas-y. Voilà. Les fiches, vous les regardez un peu, vous les lisez, mais je ne vais pas vous les lire. Hein. Je présente ce que je vous ai à communiquer. Donc on avance. Allez. Vous voyez, on fait de la science, non? Je suis scientifique quand même. Voilà, on reste ici. Donc on commence, l'histoire de l'humanité, de l'homme moderne commence par l'homme de Cro-Magnon. On l'appelle l'homme de Cro-Magnon, mais on peut l'appeler l'homme moderne, homme et femme moderne. Yeah. Si, je suis anthropologue, entre autres, si on amènerait un homme de Cro-Magnon aujourd'hui, ici dans la salle de Constantine, il pourrait, s'il aurait passé par la même formation, agir, comprendre, comme nous. Donc l'homme, depuis 40 ans, en principe, n'a pas changé. Mais, depuis 40 ans, 1000 ans, nous sommes d'accord, il y a eu évolution, beaucoup. Yeah. Mais l'homme est resté le même. L'homme de Cro-Magnon, disent les anthropologues, peut construire et conduire un avion, une voiture, prendre le métro, comme nous. D'accord? C'est étonnant, non? Donc l'histoire commence par l'homme de Cro-Magnon. C'est un nom qu'on a donné. La capacité, je pense, on dirait peut-être aussi la facilité, la plus importante de l'homme de Cro-Magnon, c'est quoi? C'est que l'homme de Cro-Magnon est innovateur. La capacité d'innover.
de trouver des solutions à des problèmes. D'accord? C'est très important. C'est le sujet, le thème de notre conférence, innovation. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là, parce que nous sommes hommes et femmes innovateurs, innovatrices. D'accord? Donc ça commence. Allez. Prochaine étape très importante, peut-être la plus importante pour notre sujet ici, agriculture, agroalimentation, c'est le début du néolithique. Ça a commencé où? Vous connaissez le croissant fertile. Il y a une expression en arabe pour le croissant fertile? Probablement oui. Mais malheureusement, c'est aujourd'hui une zone de guerre. Honte à nous, mais c'est l'humanité. Mais l'agriculture moderne, un grand pas en avant de l'humanité, a son origine dans la région du Liban, dans les croissants fertiles. Voilà. Pas Mésopotamie, vraiment le Liban, dans les montagnes derrière, la plaine de Bekaa. Voilà. Bon, je ne sais pas les prononcer, mais peut-être certains sont même libanais ici, connaissent. Le pas en avant ici de l'homme innovateur était que pour la première fois, l'homme ne va pas cueillir les fruits de la nature, chasser, prendre, mais produire. Il prend, comment on dit, son destin entre ses mains. D'accord? Très important. Et nous sommes toujours dans ce temps. Vous voyez? Ça veut dire, on a des universités, la science, des avions, les laboratoires, donc beaucoup a changé. Mais les trajectoires est le même. Nous sommes toujours sur cette trajectoire. D'accord? Ok. Un point important, encore pour nous aujourd'hui, comment on dit, en effet, on peut dire, non, on ne sait pas comment dire cause et effet, non, c'est des fois difficile dans la science à décerner, on dit, en français. C'est que ce qui s'est passé avec ces changements, ce n'est pas en avant de l'agriculture de production, c'est la croissance démographique. Maintenant, on ne sait pas est-ce que la croissance démographique était d'abord, après ils ont cherché une solution innovateur, ou bien c'était l'envers. Mais dans tous les cas, depuis ce temps, l'homme se multiplie beaucoup. D'accord? Il y a encore d'autres périodes où c'est très important. OK? Parce que nous sommes dans la région, j'inclus ici cette fiche, on aurait pu la sauter, mais elle me paraît importante, parce que en Égypte, aussi, je parle ici surtout de notre région, je dis, mais je pourrais aussi parler de l'Inde, de la Chine. Il faut dire, il faut quand même, c'est la science. Le début est au Liban, dans les croissants fertiles. La Chine vient plus tard, l'Inde vient plus tard, 1000 ans plus tard, pas beaucoup, mais plus tard, et les Amériques encore plus tard. Ça a à faire avec la migration. D'accord? Donc l'origine est vraiment ici. On n'a pas pour le moment d'autres preuves. Mais pourquoi c'est important? Il y a un pas en avant au niveau, je parle de relations entre agriculture, sciences agroalimentaires et innovation sociale et politique. Ici, dans le système de Pharaon, il y a un système centraliste. L'eau est gérée par les rois et par la bureaucratie. Il y a aussi l'écriture qui commence à apparaître.
Mais l'écriture, ce n'est pas la philosophie, ok? Ce n'est pas les romans, mais c'est les registres, d'accord? Qui a eu à quel moment, quelle quantité, ok? Très important. Des fois, je vous donne aussi les références, bibliographiques. Wittfogel, qui a fait un très beau livre sur le système hydraulique, société hydraulique. Donc, l'Égypte est une des plus importantes. D'accord. Aussi, on aurait pu sauter ça, mais je pense aussi pour la région, c'est très important. On peut appeler ça le premier ère de colonisation. Hein, Rome était un empire, comme vous le savez, l'empire a, comment on dit, voratrice ou dévoratrice, a beaucoup faim, non? Besoin de ressources. Ils ont coupé l'eau, le bois pour les bateaux. Donc, depuis, la déforestation dans la région a commencé, la Méditerranée, et ils avaient besoin de céréales. Donc, ils ont commencé à cultiver des terres, surtout en Libye, Cyrénaïque, on dit, ouais, Cyrénaïque, et aussi en Algérie, vous le savez, d'accord? Donc, ici, c'est aussi important pour le basculement. Un pas en avant, si vous voulez, au niveau de la production, mais exploitation des hommes et des terres. D'accord? OK. Un pas encore en avant. Et ça, c'est... Maintenant, on entre vraiment dans l'ère moderne. Ici, j'ai donné les références les plus importantes. C'est Fernand Braudel, qui a fait un livre sur le capitalisme. OK? Mais le capitalisme, ce n'est pas en l'an 2000, mais c'est 1400, avec Christophe Colomb, non? Et le temps à partir de 1400. Vous voyez, ce qui s'est passé à cette époque, c'était l'accumulation des capitaux, l'expansion géographique à partir de l'Europe, d'accord? Et aussi, je pense que j'ai deux fiches ici, la création de systèmes financiers. Hein? Ça veut dire, c'est ce que je veux dire, tout ce qui s'est fait, surtout à partir de ce moment. Au moment des romans, ce n'était pas important, parce que c'est le roi ou le César, non, qui décidait sur les sous. Mais maintenant, les sous sont devenus privés. Il y a des banques. Attention. Et en fin de compte, c'est un système plus efficace. Mais c'est très important. Oui, il y a des innovations. Hein? Et en ce moment encore, il faut le dire, les États n'étaient pas très importants. Un homme riche, un commerçant, une famille de commerçants avait plus de pouvoir qu'un roi, hein, à l'époque. Même au temps de Louis XIV encore. Maintenant, prochain pas, c'est, on peut dire, le temps avant notre temps actuel. Non? C'est l'époque industrielle, la globalisation. Et là, je voulais aussi juste soulever un point qui est important. Nous, aujourd'hui, on nous vend, on dit que la globalisation, c'est nous. Mais des recherches ont démontré que, comment dire, au moment de la floraison de l'Empire anglais, le niveau d'échange global, commercial, était le même qu'aujourd'hui. Donc la globalisation, en fait, avait lieu il y a déjà 150 ans. Vous voyez? Maintenant, bien sûr, après, vous
nous venons sur la question, bon, si la globalisation avait déjà lieu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'accord? Ce qui est important aussi, au moment de l'Empire anglais, l'État commence à s'engager financièrement, d'accord? Ça veut dire, les banquiers privés cherchent la sécurisation avec l'expansion sur les différents pays, l'Inde, surtout les Anglais. Ils cherchent la sécurisation de leurs biens par l'État. L'État dit, oui, je l'ai fait, mais je veux aussi avoir quelque chose à mon retour. Et c'est là que les marchés des finances publiques commencent à naître et aussi peut-être lié aux finances, le pouvoir du pouvoir public des États commence à grandir. Donc ce sont des moments très importants dans notre évolution. D'accord? Attends. Avant un retour. Encore. Voilà, tu es allé trop vite. Encore. Mais retour, pardon. Excuse-moi. Ok, avance. Voilà, donc c'est l'époque dont je vous parlais, Empire anglais. D'accord? Pour ne pas que je perde les fils. Maintenant, ça c'est l'époque, le temps avant notre ère. Et ici, vous voyez, ce qui est important, le système qui a été créé au temps de ce qu'on appelle le capitalisme, 14e siècle, Christophe Colomb et après, non? Avec l'expansion de l'Europe vers le monde, la découverte du monde, comme on dit découverte, non? Et puis la colonisation. Jusqu'à ce moment, il y a, on peut dire, une intensification, une sophistication avancée du même trajet. Donc il n'y a pas effectivement un changement de qualité. D'accord? Pour nous, ce qui est important, vous voyez, on dit entrant chimique synthétisé, ça veut dire la science et le transfert du savoir scientifique vers l'industrie devient important pour l'humanité. D'accord? Je pense que c'est ça les messages les plus importants ici. Aussi avec la révolution verte, qui était très importante dans le développement de l'agriculture et dans l'agroalimentation. D'accord? D'accord. Et aussi, vous voyez, bon, encore une référence vers la croissance démographique et aussi avec les effets, on dit néfastes, négatifs, déforestation qui a commencé avant, mais intensification, comme on dit, des avoirs et des devoirs, donc des bons côtés et des mauvais côtés. D'accord? Voilà, merci. Maintenant, le temps postmoderne, ça c'est plus ou moins, selon la classification scientifique, c'est là où nous sommes. Donc le modernisme, c'était l'industrialisation. Les grands défis, je peux les indiquer, l'eau, les terres, l'énergie. D'accord? Et toujours aussi la démographie. On va dire c'est lié, oui, dans la science on dit on peut régler tout avec plus de productivité. Et c'est vrai, le cerveau n'a pas de fin, mais peut-être les ressources terrestres, oui. D'accord.
Vous voyez? Ça, c'est maintenant ce que j'appelle les ressources disponibles, mais plutôt du point de vue organisationnel. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, ou qu'est-ce que nous faisons actuellement. Hein? D'accord. Vous voyez ici les menaces. Je parlais de croissance fertile. Bon, avec les guerres, il n'y a pas de solution. On n'avance pas. Je pense la plupart de nous sommes d'accord sur ce point, non? Voilà. Maintenant, ici, j'ai préparé, juste pour, si vous voulez, pour un parcours très rapide, deux tableaux synoptiques pour, comment dire, résumer ce que je viens de dire. Vous voyez rapidement les parcours qu'on a fait. Et on avance, oui, d'accord. Je vous donne aussi les références bibliographiques. Bon, aujourd'hui, d'avoir les savoirs, on va sur Google, Internet, on peut tout savoir, mais je voulais quand même vous indiquer quelques fils pour ne pas être obligé de chercher à tout azimut, on dit. Voilà, c'est ça. Maintenant, je suis visionnaire, mais je veux être modeste. Bon, quelle vision, non, je ne peux pas vous dire ce qu'on doit faire, où on va arriver, j'en sais rien, non, c'est clair. Mais ça, c'est sur la recherche. Nous avons vu le parcours de l'humanité, 40 000 ans. Il y a toujours des choix à faire. Dans le passé, l'homme du Cro-Magnon et l'homme néolithique, ils ont fait les choix, peut-être plus dans les nébuleux que nous aujourd'hui, on suppose. On n'est pas toujours sûr, mais on suppose qu'aujourd'hui, il y a plus de recul, plus de savoir, plus d'accès au savoir. Donc, en principe, les choix qu'on peut faire, par exemple, sur le système de recherche, on peut le faire de façon plus raisonnée, on dit, non? Voilà, donc plus réfléchie. Je pense que c'est important. Je voulais vous remercier aussi, mais avant ça, dernier mot, si vous permettez. Quand on regarde la littérature sur l'évolution, vous voyez, c'était une petite présentation sur l'évolution de l'humanité, non? Par rapport à l'agriculture, agroalimentaire, système d'organisation sociale, politique, un peu gestion du savoir. Si on regarde la littérature, souvent, il y a un livre de Jared Diamond, je vous ai donné la référence, un de ses livres les plus reconnus ou connus s'appelle Collapse. Non, Collapse, vous comprenez en français? Ça vous dit quelque chose? Voilà. Donc, il dit que tout va prendre sa fin. Bon, je ne suis pas de ce genre. Je suis toujours optimiste et quand je vous vois, il faut être optimiste, non? On regarde toujours en avant. Il y a des solutions, il y aura des solutions, mais il y aura aussi des choix à faire. Et ce qui est clair aussi, vous voyez, les trajectoires apportaient beaucoup de bien, mais a amené aussi beaucoup de risques. Donc, une chose est claire, il y aura une transformation. D'accord? C'est pourquoi je vous ai parlé homme de Cro-Magnon, néolithique, grand changement. Et je dirais, Constantine, 2018, je vous, comment dire, ma vision, il y aura un grand changement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.
Je vous remercie.